Être et savoir. Espace. Ah, la technique, merci de votre fidélité. 15h passées de 2 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous le savez, c'est le dernier numéro de la semaine, nous sommes jeudi et c'est l'émission Être et savoir. Nous parlons de l'éducation tous les mercredis et jeudis quand il est 15h jusqu'à 16h dans ce studio, toujours avec les mêmes chroniqueurs à ma gauche. Hein? Grand Kadiatou. Bonsoir mon grand. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi à Dieu? J'aime bien. Pour mériter. Je t'appelle Grand Kadiatou. Pour mériter quelqu'un comme ça, quoi, sérieusement. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? Grand Kadiatou, bonsoir. C'est une salutation. On répond d'abord là-bas. Bonsoir à vous autres. Merci beaucoup. En tout cas, c'est Monsieur Cheikh, bonsoir. Bonsoir Mohamed Ali. Merci d'être là. Monsieur Alpha, vous nous avez manqué. Hein? Oui. Vous nous avez manqué hier. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est défoulé sur le directeur d'école ici, que vous ne payez pas, vous avez programmé les compositions. Non, mais écoutez, maintenant aujourd'hui, on ne se défoule pas contre le directeur d'école, mais plutôt c'est vous les fondateurs d'école. Mais c'est vous qui payez. Oui, mais on va donner un détail. C'est pourquoi je vous ai dit hier, je suis en train de saluer d'abord monsieur Cheikh. Les dénoms n'ont pas commencé. On reviendra dessus. Monsieur Vali, mon cher ami, mon très cher monsieur Vali, l'anglophone. Hein? El Maestro. Yes, thank you. El Maestro. Yes. El Maestro, le Congolais. I'm Comment allez-vous? Yes. Thank you. Good evening. Est-ce qu'on peut être sérieux? How do you feel? Non, je vais lui dire quelques petits mots. Vous savez, Mohamed Ali, quand on est au même niveau de langue en anglais, voilà, avec son binoculaire. L'émission est très savoir. Quand tu as avec des animateurs disjonctés, voilà ce que ça donne généralement sur nos plateaux. Alors, on va parler de beaucoup de sujets. On va parler de la bourse extérieure. On va parler des enseignants dans les privés, pourquoi pas. On va parler de ce peut-être calendrier non, pas les calendriers des diplômes qui n'ont pas été livrés, mais pourquoi pas les calendriers aussi, parce que j'ai appris quelque part qu'il y a des calendriers des examens qui sont dans les tuyaux. D'ailleurs, est-ce que ça n'a pas retardé? Nous sommes à quelques semaines des examens. On a l'impression qu'il n'y a toujours pas de date précise. Mais est-ce que tu as une date? Quand tu dis qu'on est à quelques semaines des examens, est-ce que tu as une date? Ah oui, à partir du 4, normalement, les programmes doivent se terminer. Bon, on nous dit que c'est en août quand même. En août quand même. Il y a des rumeurs qui couraient. D'ailleurs, j'ai vu des gens appeler aujourd'hui. Il y a des rumeurs qui couraient. Oui, moi j'ai appelé des inspecteurs et des responsables de l'éducation qui nous disent qu'il n'y a aucune date officielle. Ça commence le 2. Mais vous avez tout suivi. Écoutez, nous sommes encore dans l'introduction. Je suis obligé d'aller à la petite transition et on revient juste derrière. Être et savoir. Espace. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Espace. On démarre donc cette émission avec le sujet qui depuis quelques semaines, enfin c'est le 3e numéro, vous l'avez remarqué, à chaque fois nous recevons ici un membre du collectif 224 Objectif Bac, ces enseignants volontaires qui préparent le départ pour l'intérieur du pays. Hier nous étions avec la préfecture de la Baie, on était avec le coordinateur de la préfecture de la Baie. Aujourd'hui on est avec le coordinateur préfectoral de Mali Mbérin pour plus de précision, hein, c'est pas Mali Bamako. Il est avec nous, Thierno Mamadou Malal Diallo, l'homme qui a le nom le plus long. Hein, il a Thierno Mamadou Malal Diallo. Professeur d'anglais, il est avec nous dans ce studio. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir et bonsoir Mohamed Ali, bonsoir à tous. Vous êtes aussi professeur d'anglais, vous êtes coordinateur préfectoral de Mali Mbérin, hein, au compte des enseignants volontaires du collectif 224 Objectif Bac. Bien sûr. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous sentez comment? Sorry? Hein, vous vous sentez comment? I'm okay. On ne parle pas anglais ici, si on ne donne pas. Hein. On parle pour des francophones. I'm sorry. En ce moment, j'allais lui poser des questions en anglais. Hein. Monsieur Vali, allez-y. Voilà, donc monsieur Diallo, monsieur Malal Diallo, la question est tout simple. Quelle est la situation générale de Mali? Pourquoi est-ce que vous avez choisi Mali comme qu'on appelle ça espace d'intervention pour le projet 224 Objectif Bac? Ok, merci beaucoup pour cette question. D'abord, je tiens à dire que... Le micro. Je tiens à dire que, comme vous le savez, l'année passée, Koubia a fait un échec, d'accord, qui a marqué tout le monde. Et Koubia est dans Mali, est plutôt dans la baie. Donc Mali aussi est issu dans la baie. Donc disons que la baie est la région administrative. Donc à cause de Koubia, l'échec qui est survenu à Koubia, donc nous partons cette année dans la région administrative de la baie. Moi plus précisément dans la préfecture de Mali.
Donc, nous avons eu la chance, plutôt j'ai eu la chance de parler avec les autorités. Oui, les autorités, à commencer par monsieur le DPE, qui m'a mis en contact avec les différents proviseurs des différents lycées, parce que en Mali, il y a 3 différents lycées. Donc, je suis rentré en contact avec ces proviseurs qui m'ont donné des statistiques. Par exemple, en 2020, Mali Centre, bon, je cite d'abord les différents lycées qui sont à Mali. Il y a le lycée Mali Centre, il y a le lycée Doniel Sigon, il y a le lycée de Mali Yembere. D'accord. Voilà. À Mali Centre, en 2020, donc Mali Centre a présenté 115 candidats, d'accord, qui ont composé, dont 26 filles, d'accord, sont admis 60, dont 13 filles. Ça, c'est en sciences sociales. En sciences mathématiques, il y a eu 83 qui ont composé, dont 24 filles. Sont admis 65, dont 21 filles. En sciences expérimentales, il y a eu 74 qui ont composé, dont 41 filles. Sont admis 31, dont 14 filles. Un total de 212 candidats qui ont composé, dont 91 filles. Total admis 156, dont 48 filles. Ça, c'est l'année 2020. Donc, Mali Centre 2020. Maintenant, cette année 2021, Mali Centre compte présenter 71 candidats, dont 18 filles en sciences sociales. Quand vous dites Mali Centre, ce n'est pas la préfecture du Mali, hein? C'est Mali Centre. C'est Mali. Est-ce que vous pouvez nous donner le global de toute la préfecture du Mali, si vous avez, pour aller un peu plus... Bon, pour le moment, je viens avec les... Voilà, monsieur Malal, moi j'ai une question d'ailleurs, parce que moi les résultats qu'il me présente ne me paraissent pas aussi catastrophiques que ça. Catastrophique, c'est Koubia qui a donné la chance à Mali de profiter. Oui, le micro. Bon, ça c'est pour Mali Centre, je dis, ça c'est pour Mali Centre, donc il n'y a pas assez de problème ici. Le problème se trouve au niveau de Doniel Sigon. D'accord. Il y a eu des chèques, il y a eu... Est-ce qu'on peut avoir les chiffres de Doniel Sigon? D'accord. À Doniel Sigon, par exemple, en 2020 toujours, il y a eu 42 candidats, dont 14 filles, admis 22, dont 3 filles en sciences sociales. En sciences mathématiques, il y a eu 45, dont 17 filles, dont 0 filles. En sciences expérimentales, il y a eu 68 candidats, dont 36 filles. Il y a eu 2 admis, dont 0 filles. Donc, c'est là où la catastrophe 2 admis seulement là-bas. Donc, le total de Doniel Sigon, c'est le total de Doniel Sigon, il y a eu un total de 155, dont 67 filles, admis 27, dont 3 filles. Donc, le véritable problème, c'est à Doniel Sigon. Oui, allez-y. Voilà, donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que les autorités de Mali ne vous ont pas posé autant de problèmes comme nous l'avons constaté ici à Koubia? Voilà, est-ce qu'ils vous aident réellement à rentrer en contact? Ils ont joué leur rôle de facilitateur en fait. Bon, pour moi, je peux dire heureusement que ça n'a pas été difficile, parce que lorsque j'ai appelé le DPE pour juste le premier appel, directement lorsque je l'ai exposé, je lui ai expliqué le cas, je lui ai dit qui je suis, que nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, et directement il m'a mis en contact avec les différents proviseurs des lycées. Il y a des DPE professionnels, hein? Pour une fois. Pour une fois. Dieu merci, ils sont à saluer. Pour une fois. Oui, d'accord. Monsieur Malal, moi je voudrais savoir, en fait, vu que c'est en sciences expérimentales et en sciences mathématiques que je constate qu'il y a beaucoup plus de problèmes, ça s'explique par quoi, en fait, selon vous? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de problèmes en sciences mathématiques et en sciences expérimentales? Pour la première raison, et pourquoi Doniel Sigon surtout a ces problèmes-là par rapport, par exemple, à Mali Centre, vu qu'ils sont tous dans la même préfecture? Oui. D'accord. Peut-être le premier problème, on va dire, c'est un manque d'enseignants, ou je ne sais pas, peut-être la formation qui manque. Et parce que Doniel Sigon... Est-ce qu'on a suffisamment d'enseignants en mathématiques expérimentales au niveau de Doniel Sigon? J'ai parlé avec le monsieur, j'ai dit, est-ce que vous êtes en besoin de professeurs? Il m'a dit oui. Il m'a même cité 5 professeurs de matières de spécialité, à savoir les mathématiques, français, philosophie, d'accord, et le français. D'accord. Physique, chimie. Bon, il n'a pas parlé de chimie. Biologie non plus. Donc il y a des matières clés qui n'apparaissent pas quand même dans le cursus des enfants. Oui, mais moi je trouve ça un peu paradoxal. Si ils n'ont pas de manque d'enseignants en physique, en chimie, ni en biologie. Si, en biologie, il y en a. En biologie, il y en a. Mais les matières clés, on parle de physique, on parle de chimie, qui ne sont pas répertoriées dans ce lot. Mais comment se fait-il qu'il peut y avoir beaucoup d'échecs
en sciences expérimentales et en sciences mathématiques. La question que l'on Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, je veux savoir, Dongol Sigon, du moins dont vous parlez, est-ce que c'est une école publique ou bien c'est privé? Bien sûr que c'est public, hein? Ce sont les lycées publics. D'accord. Voilà. Donc, il m'a parlé de ce problème généralement et il m'a dit qu'il y a des contractuels. Et ce sont ces contractuels-là qui n'ont pas peut-être Oui, le micro. Vous savez, si vous ne parlez pas dans le micro, on ne vous entend pas. Ah, d'accord. Et parlez fort aussi. D'accord. Donc, il me disait que il y a des enseignants contractuels. Peut-être c'est avec ces enseignants contractuels que ça ne va pas. Surtout en mathématiques, il m'a parlé, il dit qu'il y a un enseignant contractuel en mathématiques. Et imaginez une matière de spécialité avec un enseignant contractuel, si l'expérience n'est pas là, c'est pas aussi facile de faire comprendre aux candidats. D'accord. Donc c'est l'un des problèmes. Vous proposez quoi pour la préfecture spécifique de Mali? Je propose d'abord assez que j'ai le nombre d'enseignants qu'il me faut, surtout dans les matières exactes, comme vous avez compris ici. Donc j'ai besoin de ces enseignants-là qui vont m'aider à aller relever le défi, parce que c'est un défi qui est là-bas. Imaginez, actuellement, vous avez à votre niveau combien d'enseignants volontaires qui sont prêts à partir à Mali présentement, au moment où on est en train de parler? Bon, présentement, comme c'est une tâche confiée à... Je crois que c'est le recrutement. Ils sont dans la période de recrutement. Il y a la période de test après. Donc, on nous expliquait la dernière fois ici. Vous voyez les vidéos qu'on est en train de faire circuler. Vous lancez des appels, oui, mais même si vous n'avez pas encore atteint la phase de recrutement, vous avez quand même des retours parce que vous avez mis en place des numéros. Est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent en fait pour Mali? Si oui, selon vous, vous en avez eu combien? Parce que je sais que c'est après le recrutement que vous allez définir ceux qui vont partir ou pas. Mais pour le moment, est-ce que vous sentez de l'engouement? Est-ce que vous avez beaucoup de volontaires qui vous appellent par rapport à Mali? Bon, d'abord, personnellement, je parle avec des gens qui me disent qu'ils veulent vraiment aller. Mais le problème se trouve... c'est que les gens là, ils ont des classes d'examen ici, c'est pas aussi facile de laisser ces salles là aussi, ils profitent d'autres salles. Et il y a les chargés au recrutement qui me disent qu'il y a des enseignants qui appellent, il y a des enseignants qui appellent, ils veulent s'engager. D'accord. Il y a certains aussi qui appellent pour avoir beaucoup plus d'explications, comment ça se passe, et vous voyez, donc, en fait, si ça continue comme ça, j'en suis sûr qu'on pourra avoir le nombre de professeurs qu'il nous faut pour aller à Mali. Donc il faut être optimiste. Hein? Bon, oui, moi je vais réagir un peu sur un point très intéressant. C'est parce que les anciens vont quitter la zone de Conakry pour Mali. Mais la question que je me pose, est-ce que pour un intervalle d'un mois, vous avez mis quelle stratégie en place pour que réellement les enfants là puissent être... dans le bain réel du assimiler les cours, en fait. dans un intervalle prêt pour les examens. Voilà. D'accord. Généralement, on établit un emploi qui est propre à nous. Oui. Donc, généralement, on vise les matières, les leçons qui sont susceptibles de venir au bac. D'accord. Des sujets types, en fait. Des sujets types, ok. On fait ça parce que c'est toute la journée. C'est la journée et même c'est la soirée. Donc, on peut travailler de 8h à 18h. Ok. Donc, on peut faire passer 2 matières par jour ou 3 matières, d'accord, au maximum. C'est comme ça on a prévu de travailler. C'est comme ça on a travaillé les années antérieures. Donc, c'est un travail de synthèse, en fait, des cours qui ont été donnés durant l'année scolaire. En fait, si je comprends bien, si vous partez, vous ne vous intéressez pas à toutes les matières, mais seulement vous vous intéressez aux matières où ça ne va pas dans la région. Le plus souvent, c'est pourquoi même on les demande... ils sont en besoin de pouvoir... faire un diagnostic en fait. Voilà, on va selon le besoin. Voilà, c'est le diagnostic. Maintenant, ce que je veux savoir, comment se passe la collaboration avec les enseignants qui sont déjà sur place? Comment ils vous voient venir? Bon, peut-être si je me base un peu de l'expérience que j'ai eue lors des 2 dernières années. Bon, certains enseignants sont coopératifs, mais d'autres ne le sont pas. D'autres sont réticents. Évidemment. Par exemple, la première année en 2019, lorsque nous avons été à Mamou, on a été rencontrer les proviseurs de certaines écoles. On a parlé, on a trouvé des enseignants qui ont donné l'idée de se faire voir, en fait, de dire on va se tester. Il y a un complexe, en fait. Il y a même un professeur qui a dit on va se tester. Pourtant, nous n'étions pas allés pour se tester. Nous sommes juste allés pour aider, en fait, pour donner un coup de main. C'est un accompagnement. Donc, et certains aussi, ils nous comprennent quand on leur dit, même s'ils ne viennent pas nous épauler, nous assister, mais quand même, ils ne font aucun problème. Qu'ils ne soient pas des freins. Pas d'obstacle. Donc, à ces gens-là, si vous devez lancer un appel, quel appel lanceriez-vous?
Bon, j'aimerais leur et aux autorités et aux enseignants. J'aimerais leur dire que, comme je l'ai dit, nous partons là-bas pour donner un coup de main. On n'est pas allé là-bas pour se montrer, se faire voir. On n'est pas allé là-bas dire vraiment ce qu'ils font, ce n'est pas ça. On est allé juste aider. Donc, je leur dis que si vraiment ils peuvent venir à ce que nous soyons ensemble, à ce que nous travaillons ensemble, je pense bien que ça sera mieux pour les élèves parce que nous sommes là pour eux. Je me dis, quand vous partez, est-ce que vous avez un support que vous donnez aux enfants? Est-ce que vous pouvez compter le nombre d'élèves? Surtout que les conditions ne sont pas les mêmes comme ceux de Conakry. Est-ce que vous partez avec un support? Un support de cours? Un support de cours. Juste des mémentos, l'essentiel des questions théoriques, l'essentiel des formules résumées, juste pour faciliter la tâche. Oui, il y a certains qui partent avec, surtout ceux qui font les matières exactes. Vous voyez, ils peuvent aller avec un document disant que ce document-là, il y a beaucoup d'exercices qui peuvent être traités avec les candidats. Bon, ceux qui font les matières de sciences sociales, par exemple, nous aussi, on peut aller avec ça. Et on a aussi surtout des sujets qui ont été déjà lancés. Vous savez, par rapport au timing, avoir des sujets sur un support, ça facilite le travail. Monsieur Malal, si vous avez un appel à lancer aujourd'hui et qu'on vous vienne en aide, parce que je crois que c'est à base de volontariat et de bénévolat, quel appel lanceriez-vous non seulement à la communauté de Mali, préfecture, mais aussi à l'ensemble des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous regardent. Voire même les ressortissants de la région administrative. Quel appel lanceriez-vous pour qu'ils vous permettent vraiment de pouvoir aider ces enfants-là, parce que quand même, c'est une idée qui est bonne, quoi. Quel appel vous pouvez lancer à ces gens-là? Bon, je leur demanderai une collaboration franche, et qu'ils sachent que vraiment nous partons là-bas pour aider. En fait, notre envie, c'est d'aider, parce que si on aide, on sait que c'est toute la nation qu'on est en train d'aider. Quand on aide ne serait-ce qu'un seul élève, c'est toute la nation qu'on est en train d'aider. Donc, je leur lance un appel, disant vraiment que nous voulons coopérer, une coopération franche, à ce qu'ils nous comprennent, parce que nous partons chez eux, bon, chez nous en quelque sorte, parce que c'est notre pays, et à ce qu'ils nous aident et à ce qu'ils nous facilitent les tâches. Surtout, je lance un appel aux autorités qu'ils nous viennent en aide. Si seulement ils peuvent mettre des enseignants à notre disposition, ou bien qu'ils peuvent nous mettre dans les dispositions des enseignants que nous avons trouvés en place, on aimerait travailler avec eux, parce que nous les prenons comme des frères. On veut travailler ensemble. Je pense bien, puisque les élèves ne connaissent que ceux-là, je voudrais qu'ils viennent, qu'on coopère, à ce que les élèves puissent vraiment tirer quelque chose de potentiel. L'union fait la force. Thierno Mamadou Malal Diallo, enseignant, professeur d'anglais et coordinateur préfectoral de Mali pour le collectif 224 Objectif Bac. Merci, M. Malal, d'être passé dans ce studio. Merci beaucoup. M. Vali, voulez vous parler anglais? Vous pouvez parler anglais? There is nothing wrong. Mr. Malal, thank you very much. You're welcome. El Maestro. See you next. Let me tell to Mohamed Ali that we are not the same. Ah bon. I'm better than him. Ah bon, le polyvalent. Yes, I'm going to tell you. Now he's showing you that he's better. Alors là, nous on se retrouve juste derrière cette petite transition. Être et savoir. Espace. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Espace. Maintenant, l'émission continue toujours après la séquence 224 Objectifs Bac. On va dans le vif du sujet, monsieur Cheikh. Hier, vous étiez en boule contre les enseignants dans les privés. Vous pensez qu'on les traite mal? Contre les enseignants ou bien contre les fondateurs? Les fondateurs. Les fondateurs. En fait, on a bien fait de ne pas tout dire hier. Oui. C'est pas seulement contre les fondateurs. Il y a des administrateurs d'école qui sont pires que les fondateurs. Parce qu'un fondateur, il voit ce qu'il doit gagner. Mais un fondateur, il a un cœur. Quand l'administrateur, qui est censé défendre le fondateur, quand le fondateur doit être défendu, qui est censé défendre les enseignants, quand les enseignants doivent être défendus, quand l'administrateur ne fait pas son rôle normalement, les administrateurs malhonnêtes et gelés. Le fondateur ne se rend pas compte. Le fondateur ne se rend pas compte de ce qui prévaut à l'école. Donc, l'administrateur essaie de mettre sa main sur tout et il oublie que les enseignants là pendant les 3 mois de vacances qu'ils ont besoin de vivre. Donc
9 mois, 9 mois enseignés, 9 mois payés. Les enfants payent 9 mois. Alors, ils n'ont qu'à payer les 9 mois. Parce qu'il y a des écoles qui commencent... Excusez-moi, il y a des écoles qui commencent à programmer des compositions pour les classes intermédiaires à la fin de ce mois de juin. Donc, ça veut dire que le mois de juillet, ils vont payer juste. Et le mois d'août, ils risquent de payer la moitié ou de ne même pas payer. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas ça se tombe passer. bien parce Voilà, monsieur, moi, Attendez, vous allez ajouter là-dessus. Mais on a un responsable d'école qui est avec nous. Est-ce que la stratégie, c'est ça, monsieur? Non, mais attends, c'est peut-être... par exemple. C'est par endroit. C'est par endroit. Mais chez vous, c'est quoi? Je suis très d'accord avec M. Cheikh. C'est que... Est-ce que vous faites ça chez vous? C'est ça la question. Non. Vous payez les 9 mois, c'est ça? Tout le monde me connaît pour ça. Moi, je suis considéré dans mon établissement comme un syndicaliste. Donc, le fondateur le sait principalement. Mais ce qui est là, moi, je pense qu'il faut être un peu rationnel. Je suis d'accord que nous avons des administrateurs d'école qui se comportent très mal face à certains enseignants par rapport aux exécutions des tâches en fin d'année. Mais il faut comprendre que l'année scolaire comprend bel et bien 9 mois. Mais dans l'année scolaire, nous avons 2 périodiques qu'il faut respecter. Les périodiques là, nous avons la première partie qui correspond aux apprentissages et aux enseignements. Donc ça, c'est du 1er décembre jusqu'au 31 juillet. Apprentissage et enseignement. Donc, le mois d'août est consacré uniquement aux examens. Donc, je ne peux pas comprendre qu'un enseignant qui n'évolue pas dans une classe d'examen, qui réclame réellement... Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il y a des enseignants qui ne méritent pas d'avoir le 9 mois, c'est ça? Non, excuse-moi ce que je dis. Non, attendez, si un enseignant, ce que je vais vous dire, si un enseignant dans une école est considéré comme un contractuel, il est là payé sous contrat, donc ça veut dire que le temps que tu feras au sein de l'établissement, c'est avec ce temps-là, tu dois te payer. D'accord. Voilà. Il y a des enseignants qui sont considérés dans leur établissement comme des permanents. C'est permanent, là, non, pas de problème. Mais un enseignant, par exemple, qui est rémunéré à l'heure et qui veut réclamer, par exemple, des ordres du mois d'août, je me dis que c'est un peu compliqué. Moi, je peux intervenir. Et sur ce point, les enseignants, parce que je sais qu'il y a des responsables d'école qui se comportent de cette façon. C'est-à-dire, vite, ils organisent. Non, mais moi, je vais intervenir. Oui, s'il vous plaît, j'ai envie de poser une question à M. Alpha. C'est que si le 9e mois est uniquement consacré aux examens, et que les enseignants, par exemple, contractuels ne sont pas payés pour le 9e mois, pour ceux qui n'évoluent pas dans les classes d'examen, pourquoi alors est-ce qu'on fait payer ce 9e mois aux parents d'élèves? Ça n'a rien à voir. Non, si, parce que ce n'est pas tous les enfants qui font les examens quand même. C'est chez nous, parce qu'il faut qu'on se comprenne un peu dans ce sens. C'est chez nous, c'est en Guinée que je vois, c'est les mois qu'on paye. C'est pas le mois qu'on paye. On paye un programme d'enseignement. C'est un programme d'enseignement normalement. Normalement. Donc je peux comprendre que un enseignant qui est payé, parce que tout dépend du contrat établi entre l'enseignant. Oui, mais pourquoi établir ce genre de contrat avec les enfants? Si le programme des enfants qu'ils font pas... Monsieur Valli, on y va. Moi, je voudrais intervenir. La question qui est là. Allons-y avec monsieur Valli. Est-ce qu'il y a d'abord même un contrat tacite entre ces enseignants-là? Il n'y en a pas. Les écoles ne signent pas de contrat. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Je peux parler? Oui. Est-ce qu'il y a un contrat tacite? Très souvent, il n'y en a pas. Il y en a pas. Je pense que déjà juridiquement, lorsqu'on s'engage, même verbalement, à exécuter une tâche, sa valeur de contrat est là, effectivement. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, comme Mme Kadia, tu l'as dit, qu'on réclame 9 mois aux parents d'élèves, et qu'on me dise que l'enseignement apprentissage se fait sur les 8 mois, et que le 9e mois est consacré aux évaluations. Si le 9e mois est consacré aux évaluations pour qui? Pour les classes d'examen uniquement, ou bien également ça dépend des écoles. Moi je pense que c'est ce point. Non, on est en train de... Attendez, on va se comprendre. Nous dénonçons le fait qu'une année scolaire qui doit normalement se dérouler sur 9 mois, on ne comprend pas pourquoi les évaluations sont précipitées. Au lieu que ces évaluations s'étendent jusque sur le 9e mois, qu'on veuille les faire sur le 8e mois pour ne pas payer le 9e mois. Voilà, sur ce point, je suis d'accord. Non, voilà. Non, si c'est sur ce point. Il y a arnaque contre les parents d'élèves. Là, je suis d'accord. Si l'enfant ne fait pas 9 mois, ne réclamez pas 9 mois. Là, je suis d'accord. Que cela soit clairement dit maintenant. Voilà. Et en plus, je ne rejoins pas monsieur le directeur dans le fait qu'ils disent que le problème de tâcheron, c'est
Le problème de tâcheron, c'est-à-dire payer à la tâche. Je suis d'accord. Oui. Mais le monde évolue. Et les 2 heures. Mais je vous rappelle que les interrogations que les professeurs font en classe, ils corrigent les feuilles, pas en classe, à la maison. Mais les deux parties de leurs heures de travail. Maintenant, quand on parle de 2 heures, quand on parle de payer à l'heure, le travail de l'enseignant ne se limite pas à ce qu'il fait en classe pendant les 2 heures. Ce qui fait que dans les universités privées d'ailleurs, mais le temps de correction des copies, est-ce qu'on se comprend? Bien sûr. C'est un travail de tâcheron. Je pense qu'on va parler. Oui, M. Alpha. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire. Sauf que moi je vais vous parler techniquement. Techniquement, il a dit quelque chose, c'est très pertinent. Est-ce qu'il y a de l'arnaque dans les contrats, M. Alpha? Je suis d'accord, il y a de l'arnaque dans les contrats. Je suis très d'accord. Donc les fondateurs d'école et les responsables. Non, ce n'est pas les fondateurs d'école. Il y a certains fondateurs d'école qui s'érigent en responsables d'école. Oui. Mais je sais bien aussi qu'il y a beaucoup de responsables d'école. Le contrat, c'est entre l'enseignant et qui? C'est entre l'enseignant et le fondateur. Et le fondateur. Oui. Donc c'est le contrat est signé par les fondateurs. Donc les fondateurs, ce sont les fondateurs qui arnaquent les enseignants. Non, mais c'est pas. Attendez, le problème, si par exemple, il y a dit un élément qui est très important. Oui, si on réclame 9 mois. Toujours dans les privés. Si on réclame 9 mois au parallèle, je pense bien que les évaluations, parce que les classes d'examen, au moment où vous êtes en train, les classes d'examen sont en train d'être évaluées, au même moment, les classes intermédiaires, on peut les faire. Oui, mais moi, c'est que moi j'ai envie de comprendre. Oui, j'ai envie de comprendre. Lorsqu'un enseignant doit signer un contrat, sur le contrat, c'est entre l'enseignant et l'école. Bon, ça dépend des écoles, hein. Ça dépend des écoles. Par principe, c'est quoi? Non, par principe. Qui propose le contrat à l'enseignant? Par principe, si c'est le fondateur qui est le premier responsable de l'établissement, c'est avec le fondateur. Il y a de ces écoles aujourd'hui qui n'ont pas de fondateur. C'est une personne qui allait louer un bâtiment, donc il se sent le premier responsable. Mais disons le premier responsable de l'école. Maintenant, quel est le type de contrat qui généralement qu'on propose, que les écoles proposent aux enseignants? Il y a le contrat de vacation, il y a le contrat permanent. D'accord. Si vous signez les permanents, ce sont les directeurs, c'est ceux qui sont là. Il y a des enseignants aussi aujourd'hui qui sont payés tous dans les écoles. J'en connais. D'accord. Voilà. Je connais des écoles où les enseignants sont payés. Est-ce qu'au début, ça le drame il est où? Maintenant, le contrat de vacataire, parce que les permanents, on le sait, ils sont payés 9 mois, je pense, toute l'année, n'est-ce pas? Ils sont payés toute l'année. Maintenant, le contrat de vacataire, c'est ceux qui sont rémunérés à la tâche. Non seulement ils sont rémunérés à la tâche, mais ça dépend aussi des conditionnalités du contrat. Parce que ce qu'il dit, c'est très important. Un enseignant, en situation de classe, c'est un élément. Mais de fait aussi que tu te mets à la maison en train de corriger, il est bien que c'est un devoir de l'enseignant. Je suis d'accord. En fait, je suis en train de comprendre à quel moment les écoles arnaquent les enseignants. Parce que ça ne doit pas généralement, ils arnaquent les enseignants, moi je vous le dis. Pendant les vous arnaquez les enseignants? Pendant les périodes de congé. Non, j'ai fait beaucoup d'écoles privées de Conakry. Pendant les périodes de congé, ils arnaquent les enseignants. D'accord. Pendant lorsque la fin d'année arrive, ils arnaquent les enseignants. D'accord. Il a dit, il y a des écoles qui précipitent les évaluations. Je ne sais pas en quelle année là. Voilà. Nous, on a été trimballés devant la justice. Nous parce qu'on avait réclamé de l'argent. Il y avait une grève générale. Et on a demandé à ce que tout le monde soit payé. Parce que nous n'étions pas responsables de la grève. Dans ce cas, qui est censé protéger les enseignants contre cette arnaque-là? Il y avait un service, mais je pense qu'il y a vous devriez aller en prison, monsieur. On a été très mal. Il y a un service qui était chargé, il y avait une direction nationale, je pense. Sauf que je vais vous dire quelque chose. Il a dit quelque chose en 2017. C'est en 2017. Non, en 2007. En 2007, il y a eu la grande grève. Nous, en collectif d'enseignants, on s'est dit que pourquoi ne pas prendre notre destin en main? Pour que réellement ces fondateurs-là finissent de fatiguer les gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les fondateurs sont allés, parce que ceux qui sont censés nous protéger, c'est le ministère de l'Éducation. Mais les fondateurs se sont déplacés. Ils sont allés contre réellement. Il y a une association des fondateurs. Mais attendez, non, moi je ne parlerai même pas de corruption du ministère de l'Éducation. Mais il y avait beaucoup de fondateurs qui étaient au département à l'époque. Voilà. Il y avait conflit de compétences. Bien sûr. Beaucoup de cadres du ministère des DPE sont fondateurs. d'école. Deuxième élément, c'est une fuite de responsabilité que le MENA a affiché lorsque ce pas accuser le MENA. Non, je viens. Il y avait une direction nationale, il y avait une direction nationale des écoles privées. Les contrats privés ne concernent pas le MENA, il faut dire la vérité quand même. J'en viens.
le MENA est chargé d'évaluer la qualité de l'enseignement qui est donné ça, nous sur sommes toute l'étendue du territoire. Que ce soit public ou privé. Mais pas s'occuper de vos contrats privés à vous. Non, quand un département est chargé d'évaluer la qualité d'un enseignement, nous dit qu'il ne peut pas s'occuper des conditions de travail des intervenants, je veux dire quelque part qu'on absolument pas. Non, on évalue la qualité du travail, on ne s'intéresse pas à travail. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Valli, c'est pas possible. Non. Le MENA ne s'intéresse pas au contrat privé. Non, je ne suis pas du tout je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est qu'on ne peut pas. L'argument qui a été donné par monsieur le ministre Kaokare quand il est venu à ce poste, il a dit qu'en Guinée, il n'y a ni école publique ni privée. Tous ces enfants-là appartiennent à la Guinée. Donc, on a supprimé cette direction de l'enseignement universitaire privé. On a mis l'enseignement fondamental. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous pensez que... si vous pensez que c'est le ministère qui va protéger vos contrats privés avec les fondateurs d'écoles privées, je pense que... Il y avait un contrat qui était proposé. Oui. Il y avait un contrat d'alors qui était proposé par la Direction nationale de l'enseignement privé. Même l'ANAC ne s'intéresse pas au contrat avec les professeurs. Monsieur Mohamed Ali. C'est pas possible. Moi, je suis pas d'accord. Néanmoins, on va passer. Oui, le ministère de l'Éducation nationale a fait quoi? L'éducation nationale. Oui. L'inspection générale du travail. Ça, c'est autre chose. Je pense que... On évalue la qualité du travail. On n'évalue pas le contrat qui existe entre les enseignants et les écoles privées. C'est pas possible. Non, monsieur Valli, c'est pas possible. Non, monsieur Valli. C'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle, monsieur Valli. C'est pas du tout leur rôle. Non, c'est pas du tout leur rôle. C'est pas possible. Non, monsieur Valli. C'est pas leur travail, ça. C'est pas leur travail. Ouais, c'est pas scandaleux du tout. C'est vous qui êtes complètement à l'ouest. Je pense qu'ils vous ont traumatisé dans les écoles. Vous trouvez des boucs émissaires. J'ai envie de dire qu'il faut réglementer en fait cette histoire de contrat avec les écoles privées. Voilà, le contrat entre individus. Pour régulariser c'est pas quelqu'un d'autre qui s'en occupe, c'est la justice. S'il vous plaît, il faut régulariser les histoires de contrats dans les écoles privées. Parce que moi j'ai été témoin de beaucoup de problèmes comme ça dans les écoles privées. Tu vas voir que dans toute une école, il n'y a qu'un seul permanent ou deux. Tous les autres sont des vacateurs, n'est-ce pas? Ou bien vous voyez dans une école que carrément ces gens-là sont payés avec de... En fait, je ne sais même pas comment qualifier la somme. Le taux horaire est faible. Oui, je ne sais même pas comment qualifier en fait le montant. Et moi, ça me révolte qu'on me dise après que oui, il y a ça, c'est parce qu'il n'y a pas de contrat. J'ai envie de dire quelque part. Mais finalement, les enseignants, en fait, est-ce que vous ne faites pas exprès? Le malheur des enseignants en Guinée, ce sont les enseignants eux-mêmes. Est-ce que vous ne faites pas exprès? Parce qu'il y a même des traîtres parmi les enseignants. Vous laissez, s'il vous plaît, je finis. Là, il faut qu'on évolue, il faut qu'on termine à ce niveau-là. Monsieur Valli, on va laisser monsieur Cheikh parler et cela nous fait. Monsieur Cheikh, allez-y. Il faut régulariser le domaine. Monsieur Cheikh, allez-y. Il faut régulariser le domaine. Monsieur Valli, ce qu'il faut expliquer à Mohamed Ali, c'est qu'il y a deux types de fondateurs. Il y a des fondateurs qui n'interviennent pas dans l'administration de l'école. Moi, je parle de l'école quand je parle de fondateurs. Je parle du premier responsable, celui qui prend les décisions. Je vais t'expliquer. Voilà. Il y a des fondateurs qui ne s'immiscent pas dans l'administration de l'école. Il y a des fondateurs qui sont eux-mêmes enseignants, qui ont exercé et qui viennent... Ils sont omniprésents et ils contrôlent tout. Et souvent les plus dangereux. Maintenant, là où le fondateur, n'est pas là, c'est l'administrateur de l'école qui est là. C'est à l'administrateur de l'école de dire au fondateur, écoutez, il ne faut pas accepter d'aller au bras de fer avec tes enseignants. Mais ce sont des êtres humains avant tout. Ils ont une famille. Ils travaillent pour vous. Si vous êtes riche, c'est grâce à ces enseignants. Je pense qu'à la fin, il faut mettre des spécialistes en administration scolaire dans les établissements. Il faut des spécialistes en administration scolaire. C'est important. De leur travail. À défaut de leur donner 12 mois, on va continuer ce débat chez vous et dans vos écoles. Mais tout de suite, on se retrouve pour un autre sujet juste après cette petite transition. Être et savoir. Espace. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Espace. On
continuez à les rappeler. Les examens sont plus très loin. On a annoncé des dates, mais il se trouve que c'est pas assez vrai, monsieur Valli. Les examens, on a annoncé. Effectivement, nous avons vérifié l'information. L'information est démentie. Il n'y a pas de date. Mais ça dure quand même la date. Il n'y a toujours pas de date. Mais quand même, la rumeur nous dit que c'est en août. Mais on ne sait pas. Les programmes s'arrêtent au mois d'août, non? Effectivement. Au mois de juillet. Au mois de juillet, le combien? Il n'a pas de date officielle. Dans son intervention, là, il a été clair. Il a dit que pour le moment, il ne va pas donner une date précise par rapport aux examens. Oui. Mais il faut que les gens comprennent quelque chose. Au début de l'année, toutes les écoles ont reçu ce qu'on appelle un plan de progression annuel du programme. Oui. Dans le plan de progression, c'est là, c'est du 1er décembre jusqu'au 31 juillet. Au mois d'août, c'est les examens. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait des spéculations autour de ça. La deuxième des choses est donner une date des examens. Il va falloir que les inspecteurs d'enseignement s'y rendent dans les établissements pour voir le taux d'exécution des programmes. Oui, mais les inspections sont terminées. Non, c'est pas terminé. Il continue. Donc, tant que ça c'est pas fait, le ministre ne peut pas se décider de donner une date précise. Oui, mais ce qui est sûr, cette année n'a pas été perturbée. Entre le ministère, il doit pas avoir de spéculation. Non, mais on n'a pas commencé tôt non plus. Non, entre le ministère et l'inspection, enfin, le ministère et le service examen, qui organise, qui programme les examens? Non, les examens sont comme on appelle, c'est-à-dire la gérance des examens, c'est le service des examens. D'accord. Mais l'inspection générale de l'éducation pilote tout. D'accord. Pilote tout, l'inspection générale. Et le ministère fixe les dates, c'est ça? Ah oui. Pour le moment, donc c'est pas grave si on n'a pas de date. Moi, je pense pas qu'il y ait des spéculations dans la mesure où les écoles ont reçu les plans de progression annuels. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème. Sinon, on va parler de cette situation des bourses extérieures, madame. Depuis quelques semaines, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, depuis quelques semaines au Maroc, ça parle beaucoup. Ça tire le diable par la queue. Le problème, Loïc, c'est que chaque année, ils sont obligés de refaire le même mouvement pour obtenir $50 par mois. Oui, donc au moins un peu plus de $1000 par an. En fait, comment est-ce que je vais dire ça? Je dis que ça tire le diable par la queue et c'est devenu une habitude en fait. Que ce soit pour le Maroc, pour la Tunisie, pour l'Algérie, Russie, pour la Russie, l'Inde, partout dans le monde. Partout. La Guinée, l'État guinéen c'est à se demander capacité en fonction des lauréats qu'il envoie dans ces pays. C'est à se demander l'ONAB. En fait, qu'est-ce que l'ONAB est en train de faire réellement pour ces boursiers? Moi, je me dis, si en fait ils sont dans l'incapacité de donner leur dû à ces boursiers là, dans ce cas, ils n'ont qu'à voir s'il faut réduire ou bien, je ne sais pas comment est-ce le nombre de boursiers. S'il faut réduire le nombre de boursiers pour satisfaire les boursiers, les quelques-uns qui iront, ils n'ont qu'à le faire. S'il faut en fait, je ne sais pas, réduire leur budget ici ou réduire dans quoi ou piocher dans quoi pour gérer la situation de ces boursiers-là, je crois qu'ils doivent le faire parce que ces gens-là sont à l'extérieur. S'il vous plaît, ces gens-là sont à l'extérieur. Ils ont des sérieux problèmes. C'est pas comme en Guinée ici, où par exemple tu peux aller chez quelqu'un manger gratuitement, ou tu peux aller chez ton père, il te donne le transport. Là-bas, tu manges, tu es obligé de payer, même si tu es étudiant. Tu bois, tu es obligé de payer. L'électricité, tu payes. Et l'eau, tu payes. Le gaz, tu payes. Tout ça, c'est à se demander. Moi, le service national de la bourse, des bourses extérieures, d'ailleurs, avait fait des suggestions en termes de révalorisation des bourses et en termes de révalorisation des primes de vacances. Parce que vous devez savoir qu'au-delà de la bourse des étudiants guinéens, pour ceux qui font les études moyennes, c'est $40 par mois. Oui. Ceux qui font les études supérieures, c'est $50. Et ceux qui font les études post-universitaires, c'est $60. Maintenant, ce service avait demandé à ce que ce soit révalorisé. On passait de $40 à $100 d'un côté, de $50 à $150, de $60 à $200. Oui. Parce qu'ils disent qu'ils avaient tenu compte des bourses que les autres pays versaient comparativement aux autres pays. Ça, c'est un premier élément. On ne leur verse pas leur bourse d'entretien. Il y a également la bourse, la prime de vacances. On se souviendra que lorsque c'est le temps des vacances, les campus ferment. Donc ces étudiants ne dorment plus dans les campus, ils doivent donc loger à leurs propres frais et manger à leurs propres frais. Et très souvent, ces étudiants se retrouvent dans un état de dénuement qui ne dit pas son nom. J'ai échangé avec des anciens étudiants du Maroc, mais lorsqu'ils vous racontent la situation qui est, ils vous disent, monsieur, dites à toutes vos connaissances, si vos parents n'ont pas les moyens, n'acceptez jamais la bourse de l'État guinéen, parce que si vous y allez,
c'est sûr que vous allez souffrir. Et puis lorsqu'elle est payée, elle est payée par trimestre aussi. C'est terrible quand même, c'est terrible. Non mais si on paye, attends, c'est mieux. Oui, mais 3 mois. Moi, banalement, je vais balancer. Pourquoi on ne coupe pas les bourses de ceux de Sophonia, de Gamal et puis de tous ceux qui sont à l'intérieur? Ceux de Sophonia et Gamal, ils t'ont fait quoi? Non, ils n'ont pas fait quelque chose. Moi, je ne suis pas consentant, par exemple, qu'on continue à payer 100 000 francs à des étudiants qui sont à non, moi je veux. Moi, j'aurais proposé 2 choses, par exemple. Sélective localement. Ben, c'est ce que je suis en train d'expliquer. 12 de moins ou 11 de moins. Oui, mais le projet, il existe. Oui, le projet, il existe. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas validé? Le projet, il existe. Ça a été dit. Ça fait des années. Donc, c'est le temps d'attirer l'attention des autorités là-dessus. Ayez des bourses d'excellence. Qu'on ne paye plus la bourse à tout le monde, mais qu'on paye la bourse aux mêmes étudiants. S'il vous plaît. Le problème, c'est complètement, c'est une chaîne. Il faut faire des réformes. Revaloriser l'école professionnelle. Orienter le maximum possible d'étudiants dans les écoles professionnelles. Diminuer le nombre d'étudiants à l'université. Même dans les écoles professionnelles. Excusez-moi. Je parle de bourse là. Il faut faire en sorte que l'élite puisse avoir le bac. Partir faire des études universitaires à Gamal ou à Sophonia, il faut que tu sois fort. Maintenant, ceux qui n'ont pas le niveau réel, si tu n'as pas 13 de moyens, tu n'entres pas à l'université. Ceux qui n'ont pas le niveau réel, pour faire des études universitaires, n'ont qu'à aller dans les écoles professionnelles. Mais ce qui décourage les gens pour aller dans les écoles professionnelles, il n'y a pas de débouché. Si on revalorisait les écoles professionnelles, on diminue le nombre d'étudiants partant à Gamal, on pourra subvenir aux besoins. Mais ça, il faut vaille que vaille qu'on arrive à subvenir aux besoins des enfants qu'on envoie à l'extérieur. Parce que ce sont les lanternes de la Guinée. Ce sont les gens qui sont censés revenir pour essayer de booster l'éducation en Guinée. Mais quand on t'envoie à l'abattoir, mais au Maroc, les étudiants guinéens sont malheureux et miséreux. Non, mais quand vous les voyez, c'est déplorable. C'est déplorable. À l'image de nos ambassades, les étudiants, ils se battent. Mais les ambassades sont fermées à ces gens-là. Tu pars pour demander quoi que ce soit, on te chasse. Mais quand on chasse nos étudiants comme des malpropres dans nos ambassades, c'est scandaleux. Les étudiants aussi. Remarquez ce qui se passe. Et je vous rappelle que ce sont les 60 meilleurs étudiants, si on peut le dire ça comme ça. L'élite d'une génération. On envoie torturer à l'extérieur au Maroc. Notifier que c'est soi-disant les 60 meilleurs. Parce que ça aussi, nous tous, nous savons ce qui se passe. Juste la preuve du contraire. Mais on parle du principe, madame. On parle du principe. Ce sont les 60 meilleurs, peut-être qu'on remplace. Je parle pas des lauréats de Sigiri. Je suis en train de dire que les 60 meilleurs de ce principe, je pense bien que, comme Cheikh l'a dit, c'est que l'État guinéen est en train de passer à côté. Dans les temps, vraiment. Nous, on a eu nos aînés à Gamal dans les temps. C'est-à-dire, pour avoir une bourse d'entretien à l'université Gamal, il fallait avoir 5 de moyenne. Si tu n'as pas 5 de moyenne, tu n'as pas la bourse. C'est sélectif quand même. Donc, ça n'était même pas lié par rapport parce que tu es admis officiellement au baccalauréat, tu es rentré à l'université. Il fallait avoir 5 de moyenne pour que tu puisses avoir une bourse. Je pense qu'il faut continuer la réforme au niveau avec ça, c'était catégorisé. C'est la meilleure solution. 5 de moyenne, il y avait une bourse par rapport à ceux qui ont 5 de moyenne. Si tu n'as pas validé tes évaluations, tu n'auras pas de bourse. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, la façon par laquelle vos moyennes sont catégorisées, c'est comme ça que vous recevez les bourses. Le troisième élément qu'il faut signaler là, Mme Khaled vient de le dire, en Guinée, plus le nombre d'étudiants sont orientés dans les universités guinéennes ou à l'extérieur, nous avons, comme on appelle, leurs subventions deviennent de plus en plus élevées. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment avoir... Et sans oublier qu'il y a des... Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont leurs mains dans ça. C'est dans ça, ils arnaquent. On a reçu l'ex-ministre de l'Éducation ici, docteur Ousmane Soare, il nous a dit ce qu'ils ont fait par rapport à l'introduction du système LMA en Guinée, c'est qu'ils étaient là, pour avoir accès à l'université, il fallait avoir 13 de moyenne. Mais si réellement, tu dois aller à l'université avec 13 de moyenne, tu dois aller à l'extérieur avec une moyenne bien donnée, je pense bien qu'avec ça, on va mettre du sérieux dans les choses. Mais mieux que ça, moi je vais vous donner quelque chose, je vous dis, au Maroc, quand nous sommes allés pour les formations là-bas, je vais vous dire, les étudiants qui vivent au Maroc,
ils ne sont même pas logés dans les campus. La plupart d'entre eux, ils sont là, ils se recroquevillent dans des maisons. C'est eux-mêmes qui payent à leur C'est un peu comme des immigrés clandestins quand même. Ils sont là. Vous pouvez les voir entachés dans une chambre, je vous dis, près de 5 voire 6 étudiants. En sardine comme du Mohamed Ali. Oui, bien sûr. Vous imaginez comment vous et ils pouvez payent préparer l'eau, une ils élite payent dans l'électricité, votre pays. ils payent le gaz. Mais quelqu'un c'est ça qui fait qu'il y a... Monsieur Mohamed et monsieur Alpha, moi je pense qu'il y a des solutions. Hein. Le caractère sélectif de la bourse dont nous parlons, si nous arrivons à avoir une bourse sélective, non seulement on va encourager les meilleurs étudiants à fournir encore plus d'efforts, la manne obtenue à partir de cette bourse sélective, on pourra la redistribuer. Vous ne verrez jamais cette la qualification du système. Vous ne la verrez jamais. Regardez par exemple, excusez-moi, regardez par exemple. Le président, il a supprimé les frais d'inscription à son Somphonia, je pense, dans les universités. L'argent qui rentrait là, lorsque les enfants s'inscrivaient, l'argent là, ça partait où? Maintenant, ces genres de trucs, quand on réforme par-ci par-là, ce qu'on gagne, mais on n'a qu'à s'occuper de ces enfants. Il y a toute une panoplie de faussetés qui sont organisées. On n'a qu'à s'occuper de ces enfants. Mais ces étudiants-là, quand ils finissent au Maroc, ils ont envie d'aller partout, sauf de revenir en Guinée. Chaque parle de système mafieux. Du l'Afrique de cerveau. Parce qu'ils sont obligés d'y rester dans ces pays-là parce qu'ils sont pris en charge. Revenir dans leur pays d'origine, ça doit être... C'est vraiment déplorable. C'est la fin de l'émission. Je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, monsieur Valli? Les diplômes du bac qui n'ont pas encore été livrés aux différents... Jusqu'à présent. Ils n'ont qu'à attendre le bac 2021. On va leur donner le diplôme. On nous a dit qu'il n'y a pas d'argent pour refaire de nouveaux diplômes. Parce qu'il y avait erreur sur les diplômes de 2020. Donc ils attendent encore. Paradoxalement, c'est comme si... Non, mais si vous parlez tous à la fois, on ne peut pas comprendre quelque chose. Mais c'est énervant, Mohamed Ali. Non, mais il y a des coffres forts qui disparaissent. Il y a des coffres forts qui disparaissent. Il n'y a pas d'argent pour récupérer les diplômes des enfants. C'est comme si au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas un comité de lecture. Quand j'ai vu le diplôme de ces enfants, c'est écœurant. C'est écrit à l'entête ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. En bas, c'est le ministre de l'éducation nationale. Mais écoutez, on peut pas. Mais bon, de toute façon, peu importe qu'il rectifie, mais ça fait quand même 5 mois depuis que ça a été plus de 5 mois. Depuis la proclamation des résultats, ils sont là, ils sont dans des universités, mais ils sont qu'avec. Et les enfants ont de la peine aujourd'hui pour s'inscrire dans les universités. Heureusement qu'il y a Corona, c'est pas facile d'aller à l'étranger. Sinon, beaucoup d'élèves, je sais, beaucoup de bacheliers auraient perdu des bourses parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas de diplôme. Et quand c'est tout dernièrement qu'on a remis aussi les diplômes aussi des étudiants. Oui, quand ils ont un recteur, Finalement, merci, Madame Kadiatou. Merci à Monsieur Valli, Monsieur Cheikh et Monsieur Keita. Merci Monsieur Keita, merci Monsieur Valli à la technique. Il y avait Mohamed Kamara était avec nous. Et à la télé, l'équipe de Lamine et de Kadi nous ont conduit. Retrouvez cette émission le dimanche à partir de 12h sur Espace TV, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de votre fidélité. Bonsoir et à la prochaine. Être et savoir.